Salut à tous, c'est Bourrichon. On se retrouve pour l'analyse de la 10e journée du top 14. Mais avant que ça commence, j'aimerais souhaiter un joyeux Noël à tous ceux qui le fêtent. On commence comme d'habitude par les matchs et ceux qui m'ont particulièrement intéressé. Et pour cette 10e journée du top 14, on va suivre l'ordre chronologique, puisque le Perpignan-Bayonne a été pour moi un des matchs les plus intéressants de la journée. On a vu des Catalans décomplexés, clairement, qui jouaient crânement leur chance, face à des Bayonnais qui, à l'inverse, ont surjoué et qui n'arrivaient pas à trouver les solutions pour briser cette défense catalane. Perpignan, après un épisode européen qui a été totalement raté, s'est totalement rattrapé et laisse la pression sur les épaules de Montpellier pour ce qui est de la lutte pour le maintien. Mais au-delà de ça, les Perpignanais, ils ont pratiqué un jeu qui était vraiment très joli à voir. On a notamment cet essai de Thomas Holland avec une passe à l'aveugle de La Fuente qui est absolument sublime, ou encore l'essai de Veredamou avec certes un énorme travers de Crossdale, mais c'est bien joué et ça prouve que cette équipe catalane a un jeu qui est porté vers l'extérieur. Du côté de Bayonne, par contre, c'est inquiétant. On sait que Bayonne a des difficultés à l'extérieur, ils n'ont quasiment jamais gagné depuis leur remontée, une seule fois à Clermont l'an dernier. Mais à part ça, c'est le contenu qui manque. Là, ils ont voulu jouer tous les ballons, même dans leur 22, et au final, c'était pas payant puisqu'ils ne brisaient jamais la défense. Et j'ai pas compris ce choix stratégique de jouer tous les ballons plutôt que d'aller en touche et se rapprocher petit à petit de l'embut adverse. Au final, ils repartent de Perpignan avec une sacrée branlée. Et là, pour un Bayonne qui est censé jouer le top 6, il va falloir qu'ils regardent d'abord en dessous pour assurer leur maintien avant de vouloir jouer les places qualificatives. Bayonne qui a d'ailleurs un parcours similaire à celui de Lyon. En effet, lors du match UBB-Lyon, les Lyonnais ont été décomplexés, ils n'ont pas hésité à jouer les ballons, à la différence près que là, Lyon avait un système de jeu qui était établi, mais ce qui a pêché, encore une fois, c'est le niveau. Tout simplement, les Lyonnais sont moins forts que les autres. Là, on a certes un carton rouge qui a grandement facilité le match pour les Bordelais, mais au-delà de ça, on sent vraiment une différence de niveau assez énorme. Alors oui, on va parler notamment de la ligne de 3/4 de l'UBB comme tout le monde en parle, mais là j'aimerais souligner la performance des avants. C'est eux qui ont imposé une défense de fer, qui ont été plutôt forts sur la conquête, à part quelques ballons en touche, mais sinon sur les fondamentaux, ils ont répondu présent. Au final, on a des essais d'avant, je pense à celui d'Alexandre Ricard ou à celui de Tevita Tatafou. Celui de Gazzotti, je le mets à part parce que c'est une action de 3/4 qui amène Gazzotti à l'essai, donc c'est un peu à part pour moi. Et on sent que Bordeaux est vraiment dans une dynamique hyper positive. Là, ils sont sur 5 victoires d'affilée, dont 4 avec bonus offensif. On sent que là, il y a aucun complexe, qu'il n'y a aucune pression dans le jeu bordelais. Maintenant, j'attends de voir pendant les périodes, notamment internationales, du tour en destination, puisque il faut le rappeler quand même qu'il y a beaucoup d'internationaux à l'UBB. Et Lyon, encore une fois, ça sort un mauvais match à l'extérieur. La saison de Lyon est vraiment compliquée. Et je pense que cette année de Lyon, il faut que ce soit vraiment une année de transition et qu'ils commencent déjà à préparer la saison prochaine, tout en faisant attention quand même au maintien, puisqu'ils sont seulement à 5 points de la dernière place. Dernière place occupée par Montpellier qui recevait le Castres Olympique. Et c'est un petit événement puisque Montpellier a enfin regagné en top 14 après leur première victoire de la saison pour la première journée contre La Rochelle fin août. Donc Montpellier, on sent qu'il y a du mieux en ce moment. La période européenne a fait vraiment du bien, elle a permis de relancer cette équipe et relancer aussi des joueurs. Je pense notamment à Marco Tolen qui est auteur encore une fois d'un bon match et qui est notamment à la conclusion d'un essai. Et là Montpellier, on sent vraiment que ça y est, l'effectif commence un peu à se souder, on a un projet de jeu établi avec notamment du gros combat devant avant d'écarter avec des joueurs assez perforateurs style Yann Serfontaine, style Benla. On a aussi un gros match de la charnière, j'ai trouvé, que ce soit Colli, Carbonel ou Reinhardt Garbici. Je trouve que les 4 ont bien géré et ils ont surtout su ne pas paniquer lorsque Castres revenait et que Castres aurait pu gagner le match. Et pour Castres alors, Castres est dans la continuité de la dynamique actuelle. Castres ça va un peu moins bien que par rapport au début de saison et ça se ressent. Alors là, ils étaient quand même pas loin de l'exploit, mais au final, ils repartent avec 0 points de ce déplacement dans l'Hérault. Je pense qu'il y a eu plusieurs erreurs, le jeu de Castres n'était pas tout à fait huilé, on a vu notamment beaucoup de ballons jetés, ça manquait un petit peu de lien entre les joueurs, ça manquait de lien entre les 3/4 et les avants. C'est peut-être ça qui a manqué à Castres, parce que si le jeu de Castres avait été un peu plus rodé, je pense qu'ils étaient au-dessus de Montpellier. Enfin bref, maintenant passons au match Pau-ASM. Encore une fois, la section paloise est souveraine à domicile. Et pourtant, ce fut dur face à une ASM qui s'est retrouvée en seconde période,
mais qui malheureusement partait de trop loin pour pouvoir espérer quelque chose. On a vu une section qui a démarré plutôt fort ce match. En général, c'était eux qui avaient la main mise. Mais il faut quand même souligner la blessure de Benjamin Urdapilleta qui a complètement désorganisé le jeu de l'ASM. Enfin bref, une nouvelle fois, Clermont repart bredouille de ses déplacements, et ça va commencer à coûter parce que l'ASM allait un peu mieux, j'avais l'impression, mais au final, si à chaque déplacement ils ne ramènent pas de points, ben ça va faire comme la saison dernière, ils vont terminer 8, 9, 10, 11e. Alors que je pense qu'il y a la qualité, il y a l'effectif pour accrocher le top 6. Du côté de Pau, ben, c'est une nouvelle victoire, Pau est actuellement 2e du top 14. Maintenant j'attends de voir quelques performances à l'extérieur parce que c'est ce qui pêche à Pau. Mais en tout cas à domicile, c'est un 100% et il faut que ça continue comme ça. On passe maintenant à Racing Oyonnax. Alors là c'est dommage parce que Oyonnax a craqué vers la 30e minute et c'est carton jaune. Mais sinon, faut avouer quand même que le Racing c'est très très fort. Le paquet d'avant s'est beaucoup amélioré depuis la saison dernière, avec notamment les recrutements de Laclaya et de Colissi qui amènent beaucoup de bien. Oyonnax maintenant il va falloir se ressaisir puisqu'ils sont sur plusieurs défaites d'affilée et là il va falloir qu'ils se réveillent parce que Montpellier et Perpignan ayant gagné, ils se retrouvent seulement à 3 points de la 13e place et à 5 de la dernière. Oyonnax est actuellement en manque de confiance et des victoires ne seraient pas de refus. Confiance qui pêche aussi du côté de La Rochelle. Dans un match assez moribond, sans de grandes envolées, et globalement c'était un enchaînement d'erreurs techniques, ce match, il y a eu beaucoup de ballons jetés, beaucoup d'erreurs de main, ou que ce soit aussi d'erreurs de placement, c'était quand même assez horrible à voir pour quelqu'un qui connaît le rugby. Et donc La Rochelle a été absent pendant 60 minutes avant de se réveiller en fin de match et de potentiellement les gagner. Mais à 14, c'était un peu trop compliqué. De son côté, le Stade français gagne, certes, mais je trouve que la manière n'y est pas. Honnêtement, on voit pas de jeu au Stade français. Bon, c'est dû au fait que Joris Second soit le numéro 10. Dans l'ensemble, j'arrive pas à trouver des points positifs dans la prestation du Stade français. Il n'y a que la défense, qui ne pêche pas comme depuis le début de la saison, et c'est vraiment leur gros point fort. Mais le problème, c'est que sur des pelouses style l'Arena ou contre des équipes très joueuses, la défense ça suffit pas, il faut aussi marquer des points. Et là contre un La Rochelle en manque de confiance, ça peut passer, mais contre d'autres équipes, je pense notamment à l'Union Bordeaux-Bègles qui n'ont pas encore joué, ou au Racing qui était venu s'imposer à Jambon il y a quelques semaines, et ça passe moins. Et si le Stade français veut véritablement faire partie des cadors de ce championnat, il va falloir qu'ils aient un jeu un petit peu plus construit et un petit peu plus porté sur les extérieurs. Du côté de La Rochelle, c'est compliqué en ce moment. Cette saison, elle est vraiment particulière, et je me demande si on n'irait pas vers une fin de cycle. J'ai l'impression que le management d'Ogara ne fonctionne plus très bien, c'est-à-dire un jeu porté sur son paquet d'avant, et quand son paquet d'avant est dominant, on peut jouer. Là, ce n'est plus le cas cette saison. On a des avants qui n'avancent plus forcément autant que les saisons dernières, et par conséquent, les trois quarts sont dans de mauvaises dispositions pour pouvoir jouer. On a une charnière qui n'est pas du tout au niveau, que ce soit Yaya West ou même Anton Astoy sur des précédents matchs, je trouve qu'ils ne sont pas assez en confiance pour pouvoir guider cette équipe. Et pour les demi de mêlée, c'est un peu pareil. Je trouve que Iribarren n'a pas fait un bon match samedi, même s'il a été plutôt intéressant depuis le début de la saison. Et j'aimerais bien voir à l'œuvre une charnière plus jeune, moins expérimentée, et ça serait Thomas Bergeon et Hugo Ross, car dès qu'ils sont rentrés, ça a insufflé un nouvel élan à cette équipe de La Rochelle, et ça allait un petit peu mieux. Bon, ça n'a pas permis de gagner, mais au moins on sentait des nouvelles intentions. Enfin, terminons cette journée par le match de gala Toulouse-Toulon. C'était un match vraiment agréable à regarder. On a vu des Toulonnais qui ont démarré pied au plancher la rencontre avec 2 essais dans les 20 premières minutes, et là on a compris que dès le début, ils voulaient envoyer le paquet. Sauf que le problème, c'est qu'en envoyant le paquet trop tôt, on s'épuise assez rapidement. Et au final, les Toulousains sont montés en puissance tout le long de la rencontre et ont fini par gagner ce match. Et c'est quelque chose qu'on voit assez souvent à Toulouse. Je pense au match contre l'UBB, je pense au match dans une moindre mesure contre Clermont où ça s'est décidé sur la fin. Et maintenant le match contre Toulon. Toulon qui était sur une bonne dynamique, du moins en top 14, peut se mordre les doigts de ne pas ramener au moins un point. Donc maintenant il va falloir aller chercher des points ailleurs. On passe maintenant au top et au flop. Alors pour ce qui est des tops, j'aimerais citer le centre de l'UBB, Nicolas Deporter, qui a fait un match extraordinaire. Depuis qu'il joue en première à l'UBB, il n'a jamais fait un mauvais match. Du moins, il n'a jamais déçu. Mais après, il y a une différence entre ne jamais décevoir et faire gagner un match à ton équipe. Et je pense que si l'UBB peut aller chercher ce bonus offensif, c'est en grande partie grâce à ce joueur.
En défense, il ne rate jamais un plaquage, et en attaque, c'est un créateur, et je pense que c'est un de ses meilleurs matchs de la saison. En autre top, j'en ai déjà un peu parlé, mais j'ai parlé de Marco Toleng. Le deuxième ligne du Montpellier s'est vraiment arraché sur ce match. Le challenge européen l'a relancé, et maintenant, on nous demande juste à ce qu'il confirme pour pouvoir intégrer pleinement cette équipe de Montpellier. De plus, il marque un essai où il fait une belle course de 20 mètres. Et enfin, le dernier top, c'est Tommaso Alan, qui a fait un très gros match avec l'USAP, il a notamment marqué un essai, et il a trouvé des cannes que je ne soupçonnais pas chez lui. Mais au-delà de ça, au but, il a été parfait. On sent que ça y est, il est intégré au sein de l'effectif de l'USAP, et maintenant, on demande juste à voir son plein potentiel. Pour ce qui est des flops, maintenant, je vais d'abord parler de Jonathan Danty, car pour un centre international, faire ce genre de geste, c'est juste absurde. Et je trouve ça même encore plus con, dans le sens où Jonathan Danty maintenant est un joueur expérimenté, il a plus de 30 ans, il est évidemment international, donc il le sait qu'il n'a pas le droit de le faire, donc je ne sais pas pourquoi il répond à la provoque de Jeremy Ward. En deuxième flop, j'aimerais mettre Peato Movaca, qui certes a marqué un essai, mais au-delà de ça, je pense que c'est son moins bon match depuis son retour de Coupe du Monde. Il a raté de nombreuses touches, et quand on a vu le retour de Julien Marchand, la touche toulousaine s'est grandement améliorée et s'est réglée. Et même dans le jeu, j'ai trouvé que certes, il a toujours son style puncher caractéristique, mais on l'a pas trop vu, donc c'est pour moi un flop. Et enfin, le dernier flop, c'est pour moi Marcos Kremer, qui certes n'a pas fait un match horrible, mais dans un match assez tendu et assez serré comme ça, son vice et sa capacité donc à mettre des tubes à tout le monde, on l'a pas assez vu, je trouve, et il aurait peut-être dû faire plus disjoncter ses adversaires comme il le fait actuellement. C'était aussi un match qui s'est joué d'abord sur le sol, qui est aussi une qualité première puisque c'est un plaqueur-gratteur, Marcos Kremer, mais là en fait je crois qu'il n'a aucun grattage à son actif sur ce match, donc Marcos Kremer c'est un flop, mais dans une moindre mesure. Enfin bref, maintenant je vous mets le classement du top 14, avec donc Montpellier qui se relance totalement dans la lutte au maintien, et Perpignan et Montpellier se rapprochent d'Oyonnax et de Lyon. On a un top 6 qui commence à être un peu dessiné, avec Toulouse qui est actuellement 7ème, mais qui pourrait rentrer dedans. Et on a vraiment une scission entre la 7ème place et de la 8ème jusqu'à la dernière. Cette analyse est à présent terminée, on se retrouve l'année prochaine, puisque la prochaine analyse sera en 2024. Si cette analyse vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, laisser un like et m'écrire un commentaire, ça m'aiderait grandement. D'ici l'année prochaine, je vous souhaite un joyeux nouvel an, j'espère que vous allez profiter de cette fête. En tout cas, moi je vous dis à la prochaine, c'était Bourrichon, ciao ciao.